sur le plateau des cafés stratégiques, une séquence spéciale du magazine L'Express avec Clément Dagnès qui va essayer de nous expliquer avec son invité Tara Varma, Trump 2, le lien transatlantique dans la tourmente. À toi Clément. Oui, bonjour. Très heureux de se retrouver au Café Stratégique pour discuter avec Tara Varma. Bonjour Tara. Que je vous présente tout de suite. Elle est chercheuse invitée à l'Institut Brookings, qui est basé à Washington, D.C., et ce depuis janvier 2023, donc on peut mesurer tout ce qu'elle aura vu. Et auparavant, elle était au Conseil européen des relations internationales. Elle a dirigé son bureau de Paris, et ses travaux portent sur la politique étrangère de la France, sur les ambitions géopolitiques de l'Europe et évidemment sur ce lien transatlantique dans la tourmente depuis l'arrivée de Trump 2. Alors justement, Tara, est-ce que Donald Trump est en train de couper ce lien transatlantique si fort depuis des décennies ? Je pense que oui, c'est clairement son ambition, c'est ce qu'il souhaite. Il a une vision du monde très différente en fait de ses prédécesseurs. Il avait déjà cette vision du monde lors de son premier mandat, je dois bien le préciser. Mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé entouré de conseillers, de ministres, de membres de son cabinet qui avaient une vision républicaine. Il est issu maintenant du Parti républicain, très atlantiste, dans une logique de coopération, avec la volonté aussi d'imposer une vision américaine dans le monde, on l'a vu. Les néoconservateurs notamment, avec l'idée de la promotion de la démocratie. Lui, il est au contraire persuadé que les alliances sont néfastes pour les États-Unis, que les alliés des États-Unis en fait prennent avantage de Washington, que les États-Unis ne bénéficient absolument pas de ces alliances et qu'en fait ils se retrouvent à dépenser de l'argent pour des alliés qui ne sont pas reconnaissants. Et il a là où finalement il a été limité dans ses actions lors de son premier mandat, il s'est bien organisé cette fois-ci. Il s'est entouré de gens dont la loyauté n'était pas en question et qui allaient conduire les politiques qu'il souhaitait conduire. Et donc la rupture des alliances, vraiment c'est quelqu'un qui ne croit pas au multilatéralisme, qui ne croit pas à la coopération. C'est une personne qui croit au rapport de force avant tout. Et c'est un rapport de force quand il le met en œuvre, qu'il a envie de remporter, qu'il a envie de gagner, voilà, sans discussion. Il y a Donald Trump et il y a aussi son vice-président, J.D. Vance. Quel rôle particulier joue J.D. Vance depuis quelques temps, on peut voir, sur ce lien transatlantique ? C'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit une complémentarité entre Donald Trump et J.D. Vance maintenant. J.D. Vance, il représente un courant libertarien. À l'intérieur du mouvement MAGA, il y a plusieurs courants. Il y a des isolationnistes, il y a des libertariens, il y a des conservateurs un peu plus traditionnels. Et J.D. Vance aidait des oligarques de la tech, avec Elon Musk avant tout, est vraiment en train de conduire une politique d'interférence dans la relation transatlantique, d'interférence dans les processus électoraux des partenaires européens. Il y a une volonté très affichée, assumée de leur part, de transformer l'Europe, de la remodeler à leur image. Et c'est une image où il y a en fait des limites à la liberté d'expression, où on remet en cause complètement les politiques en faveur, qui vont lutter contre le changement climatique, toutes les questions autour du genre, de l'identité sexuelle, des identités de manière générale. La définition de l'identité, c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Et donc, ils ont envie de remodeler ça, de redéfinir ça. Ils sont en train d'identifier un certain nombre de partis politiques européens, soit qui sont au pouvoir, soit qui ne sont pas encore au pouvoir, et le cas échéant d'essayer de les porter au pouvoir. Et on le voit de manière vraiment très délibérée. Je pense au Royaume-Uni à l'été 2024, Elon Musk s'est lancé dans une stratégie média et numérique grâce au réseau social qu'il détient, X. Cette stratégie, elle consistait, et c'était très assumé de sa part, à renverser le gouvernement britannique, à, je le cite, débarrasser les Britanniques de Keir Starmer, le Premier ministre qui venait d'être nommé. Et il a fait ça avec toute la force de sa fortune personnelle et de son accès aux réseaux sociaux. C'était assez étonnant et moi je m'attends à ce qu'on le voit appliquer cette même politique ailleurs en Europe. Il l'a fait bien évidemment avec l'Allemagne et avec le parti d'extrême droite AfD. Et je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce soit répliqué dans d'autres pays européens. Et J.D. Vance, il est très aligné avec Musk là-dessus. Je ne sais pas si c'est sa conviction personnelle, parce que J.D. Vance, c'est quelqu'un qu'on a vu au cours de sa jeune carrière politique changer d'avis régulièrement. Il était plutôt démocrate au départ. Il a rencontré sa femme dans une université très prestigieuse qui est l'université Yale. Et en fait, il a
il a vu une opportunité qui se présentait de monter au sein du Parti républicain qui n'existait peut-être pas au Parti démocrate et vraiment de pousser cet axe conservateur au maximum. Je disais, il a changé d'avis, il a quand même qualifié Donald Trump d'Hitler à un moment donné. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est son vice-président. Donc, il y a une opportunité politique qui s'est présentée à lui. Et il a bien compris que sous Trump 2, c'est la loyauté qui prime et la fidélité absolue au président Trump. Et pour l'instant, il est en train d'appliquer cela. Mais là où Trump se focalise beaucoup sur l'économie et les tarifs, on voit une stratégie idéologique portée par Vance et par Musk qui est différente, mais complémentaire de la stratégie trumpienne. Le Parti républicain, c'est un parti où il y avait des voix très différentes. Est-ce que certaines voix dissidentes se font entendre en ce moment au Parti républicain ? C'est très difficile. Les quelques sénateurs ou membres du Congrès républicain qui essayent de protester, de dire qu'ils ne vont pas voter en faveur de ce qui est décidé par le président Trump, se retrouvent pris à partie. C'est très violent en fait. Individuellement, ils se retrouvent pris à partie, attaqués par le président Trump sur les réseaux sociaux, attaqués par le vice-président J.D. Vance sur les réseaux sociaux. On les menace en fait d'être primaried, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'organiser une primaire dans leur État, dans leur comté, et face à eux de mettre un autre candidat républicain, un candidat MAGA, qui lui ou elle aura tout le soutien financier et politique de la présidence et des manias de la tech. Et ces menaces, ce ne sont pas des menaces voilées qui seraient dites au téléphone ou par texto. Elles sont en fait présentées très ouvertement sur les réseaux sociaux. Et il y a presque une politique de la peur qui est mise en œuvre, vraiment d'intimidation. Donc il y en a quelques-uns qui essayent, mais en réalité c'est très difficile. Certains d'ailleurs membres du Congrès disent des républicains qui auraient envie de s'opposer davantage à Trump, parce qu'en fait, il remet en cause, il faut bien le dire, des décennies de politique étrangère et de politique nationale. Certains qui voudraient s'opposer à eux disent qu'ils ont aussi peur pour leur sécurité personnelle, pour la sécurité de leur famille. Donc c'est vrai qu'on a basculé dans un monde très différent pour l'instant. C'est difficile de s'y opposer. Ma conviction personnelle est que, à vrai dire, il n'y a que le Parti républicain et des membres du Parti républicain qui pourront mettre un frein au démantèlement de toutes les institutions que l'on voit depuis la prise de pouvoir de l'administration Trump, depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. Je pense que les démocrates, pour l'instant, sont hors jeu. Ils sont vraiment dans un moment où ils essayent de comprendre pourquoi ils ont perdu l'élection de 2024, essayer d'identifier qui serait un candidat, une candidate qui pourrait les porter au pouvoir aux élections de mi-mandat qui sont censées avoir lieu en novembre 2026 et peut-être après pour la présidence. Mais en réalité, l'exemple qu'on présente beaucoup à Washington dans le moment qu'on vit, c'est la présidence de Richard Nixon, qui avait lui aussi en fait bafoué un certain nombre de lois, pour ne pas mentionner le Watergate. Et les protestations des démocrates n'avaient pas tellement changé les choses, n'avaient pas eu tellement d'effet. Ce qui avait vraiment changé la situation et ce qui avait permis en fait à Nixon de partir, c'était que le Parti républicain avait décidé qu'il n'était plus en mesure de soutenir son candidat, son président. Et j'ai tendance à penser que ce qui permettra de limiter les dégâts que le président Trump peut faire, c'est si le Parti républicain décide de s'opposer à lui. Dans la situation où on est aujourd'hui, malheureusement, ça n'arrivera pas de sitôt. Ce que vous décrivez est quand même assez inquiétant. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon l'action de cette nouvelle administration, que c'est l'extrême droite qui est au pouvoir à Washington ? Oui, je pense qu'on peut le dire parce qu'il y a vraiment une volonté très affichée de ne pas respecter les lois, de ne pas respecter les règles, de tout remettre en cause, de tout casser en fait et de voir ce qui émergera des ruines. Il y a aussi une vraie stratégie, encore une fois je disais, de remise en cause de ce que c'est que d'être américain, la définition de ce que c'est que d'être américain. Et donc c'est une extrême droite dans le sens où il y a une obsession sur la question migratoire, une obsession sur l'exclusion de l'autre, des vraies attaques sur les droits des femmes et les droits des minorités. On est dans un repli à la fois un vrai repli sur soi de cette extrême droite américaine qui a été portée au pouvoir avec le soutien aussi des évangélistes chrétiens, et en même temps dans une logique expansionniste qu'on voit dans toutes les déclarations du président Trump qui parle de présidence impériale aussi. Et donc on est vraiment dans un moment où c'est de l'extrême droite, mais c'est aussi vraiment presque un tournant vers l'autoritarisme en fait, je pense. Le fait d'assumer, de ne plus vouloir respecter les règles.
Je trouve que c'est très marquant. Quand je pense à toutes les institutions qui ont été créées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même vraiment cette idée, pour pallier aux erreurs de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, de créer des institutions où les individus auraient une place, mais c'était les structures qui seraient importantes et des structures dans lesquelles on aurait vraiment infusé des normes et des idées que les individus seraient amenés à respecter. Et ce qui est frappant dans ce qu'on vit ces dernières semaines, c'est qu'en fait, ces institutions, elles nous paraissent être comme des châteaux de cartes. À partir du moment où les individus à l'intérieur de ces mêmes institutions décident qu'ils ne vont plus respecter les règles, qu'ils ne vont plus les mettre en œuvre, qu'ils ne vont plus encourager les citoyens à les respecter, ça s'effondre très vite. Et c'est vrai que la fébrilité des institutions, pour moi, c'est un élément vraiment d'inquiétude, surtout quand je compare à ce qui se passe en Europe, parce que les États-Unis étaient quand même connus pour avoir un certain nombre de contre-pouvoirs. Évidemment, la presse, les médias, la Cour suprême, le Sénat, la Chambre des représentants sont censés être des contre-pouvoirs à l'action du président. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une lecture par Donald Trump de la Constitution qu'on appelle Unitary Executive Theory, donc la théorie de l'exécutif unitaire. L'exécutif a presque les pleins pouvoirs pour prendre des décisions. Et l'idée, c'est de limiter au maximum les pouvoirs du Congrès. Bon, aujourd'hui, la réalité de la situation est que en fait, le Congrès n'essaye même pas de limiter les pouvoirs du président. Mais la volonté de Trump, ça va être d'aller vers un Congrès encore plus faible, encore plus limité. Une des choses qui a particulièrement sidéré les Européens, c'est cet alignement de la Maison-Blanche avec le Kremlin. Vous êtes dans une position privilégiée d'observation au sein de l'écosystème des think tanks à Washington. Est-ce qu'on avait vu venir à Washington justement cet alignement inouï de la Maison-Blanche avec le Kremlin ? Alors non, franchement, on n'avait pas vu ça. Ce qu'on avait vu, c'était ce que le président Trump, à l'époque candidat, avait annoncé tout au long de l'année 2024, qui était la volonté de résoudre la guerre en Ukraine, de mettre fin à la guerre en Ukraine le plus vite possible. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il le ferait en l'espace de 24 heures pendant la campagne. Bon, là, on a vu que ça n'avait pas été le cas. Mais c'est un objectif de politique étrangère qui est assez essentiel pour lui à présenter au peuple américain. Moi, je pense qu'il a envie de le faire dans les 100 premiers jours de son mandat. Donc, dans les 3 premiers mois de son mandat, il aura envie de présenter une victoire de politique étrangère vis-à-vis de l'Ukraine au peuple américain. Et finalement, pour lui, que ce soit un cessez-le-feu, un accord de paix, ça n'a pas d'importance. Il considère que ça, c'est de l'ordre du détail. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu cette volonté de rapprochement. Enfin, c'est comme vous l'avez dit, en fait, c'est plus que du rapprochement. C'est vraiment un alignement quasi total. On a l'impression que les porte-paroles du Kremlin sont eux-mêmes ébahis, atterrés de cet alignement. Ils disent sur les réseaux sociaux que en fait, Moscou et Washington sont parfaitement alignés sur les objectifs en Ukraine notamment, mais pas qu'en Ukraine. Ce que l'on voit là maintenant, c'est quand même que Trump a envie de parler avec Poutine, aussi du Moyen-Orient, aussi de la Chine, et que ce qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est sa vision du monde, une vision du monde qui se délimite en sphères d'influence. Et il considère qu'en fait, il y a 3 grandes puissances qui méritent d'avoir leur sphère d'influence. Les États-Unis, la Russie, la Chine. Dans le cas de la Chine, la sphère d'influence, elle s'étend jusqu'à Taïwan. Dans le cas de la Russie, la sphère d'influence, elle incorpore l'Ukraine. Dans le cas des États-Unis, on le voit qu'il y a une volonté d'expansion géographique qui va du Groenland jusqu'au moins au canal du Panama, évidemment en incluant le Canada. Ça peut potentiellement aller plus loin. Mais on est vraiment dans cette vision-là. Et à vrai dire, les autres pays, les autres entités régionales dans la conception de Trump n'existent pas. Et je pense qu'il avait formulé tout ça déjà dans des discours, dans des interviews, mais qu'on n'avait pas pris la mesure de la manière dont ça allait se décliner, de la manière dont ça allait se traduire. Ce que beaucoup de chercheurs et décideurs républicains nous disaient pendant toute l'année 2024, pendant qu'on faisait de la recherche, c'était qu'il fallait prendre Trump au sérieux, mais pas au pied de la lettre. J'avoue qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvée à leur dire « mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, s'il faut le prendre au sérieux, pas au pied de la lettre ». Et en gros, ils nous disaient qu'il faut avoir une interprétation très fine de ces déclarations qui ont pour objectif de faire la une des médias, de secouer le cocotier. Mais en fait, avec Trump, comme il est transactionnel, il y a toujours de l'espace pour négocier. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'il fallait le prendre au sérieux, le prendre au pied de la lettre, et que l'espace de négociation, il est quasi inexistant. La manière dont Donald Trump conçoit le monde, c'est du racket, c'est de l'extorsion. Il veut faire des deals où il est le seul vainqueur. Il veut que la partie d'en face ne bénéficie pas de contrepartie. Il ne croit pas au gagnant-gagnant du tout. Et on le voit bien, dans le cas de la guerre en Ukraine, en fait, il est en train de se ranger
complètement du côté de l'agresseur, qui est la Russie. Il adopte les éléments de langage de la Russie, il insulte Zelensky, il met vraiment en danger des vies ukrainiennes au quotidien en coupant l'aide militaire du jour au lendemain, en coupant le partage de renseignements du jour au lendemain, et il annonce, en fait. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils annoncent aussi leur plan. Le directeur de la CIA, John Radcliffe, quand il annonce il y a quelques jours mettre fin au partage de renseignements pour les Ukrainiens, il dit qu'il fait ça exprès pour amener les Ukrainiens à la table des négociations pour signer le deal sur les minéraux critiques. Et il annonce ça très clairement. Donc il le dit aux Ukrainiens, il le dit au monde entier, il le dit aussi à la Russie. Et on voit qu'on est maintenant dans un rapport de force qui est très dur, parce que ce deal soit signé ou pas, et il le sera probablement, ce qui est certain, c'est que Donald Trump n'a pas envie de s'engager à mettre en place des garanties de sécurité en échange de l'accord sur les minéraux. Donc il attend de l'Ukraine cet accord, sans rien lui donner en échange, en faisant miroiter éventuellement peut-être une présence américaine qui protégerait les industriels, les entrepreneurs américains sur place. Mais là aussi, on n'a pas de garantie, parce que ce qu'on voit dans le monde de Trump, c'est qu'une promesse faite un jour peut être brisée le lendemain. Ce que vous décrivez, c'est des tendances impérialistes. Est-ce qu'on retrouve aussi cette tendance ancienne qui a toujours existé chez les Américains d'isolationnisme? Alors, on a cet échange avec des chercheurs européens et américains beaucoup, parce que ce qu'on nous a beaucoup dit, c'est finalement ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas une réinterprétation de la doctrine Monroe, mais au XXIe siècle, que les États-Unis, donc la doctrine Monroe, qu'on qualifie souvent de doctrine isolationniste, mais en fait c'est une doctrine selon laquelle les États-Unis ont leur précaré et ont l'intention de faire ce qu'ils veulent dans leur précaré, mais qu'effectivement ce qui se passe dans le reste du monde leur importe peu. Je ne suis pas certaine que ce soit vrai, parce que je ne pense pas que Donald Trump soit isolationniste. En fait, Donald Trump, il veut se retirer des alliances. Il ne veut pas se retrouver dans une situation où il doit venir au service, venir au secours de pays. Il trouve que c'est de la faiblesse. Et c'est ça aussi, je pense qu'on a du mal à comprendre. Pour lui, le recours à la force militaire, c'est une marque de faiblesse. Il pense que, en fait, les personnes les plus intelligentes, les plus fortes, sont celles qui arrivent à conclure des deals, à conclure des accords, et que la force militaire, c'est ce à quoi on a recours quand on n'a pas été un bon deal maker. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous à comprendre en Europe, parce que la suprématie militaire américaine a quand même toujours été un facteur clé de la puissance américaine. Les alliances, la participation des États-Unis aux institutions multilatérales sont un facteur de puissance colossal. Et en fait, lui voit tous ces éléments-là, qui sont des éléments, encore une fois, je me répète, objectifs de la puissance américaine, il les voit comme des éléments de faiblesse dont il a l'intention de se débarrasser, vraiment des boulets dont il a l'intention de se débarrasser. Donc je ne pense pas qu'il est isolationniste, mais par contre, il a l'intention d'être beaucoup plus sélectif dans ses priorités de politique étrangère. Justement, vous parliez de cet outil militaire américain qui est le plus puissant du monde. Parlons du Pentagone, où en est la purge qui est menée par le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Elle est en cours, il est aidé là aussi de Elon Musk. Ils disent qu'ils veulent diviser le budget du Pentagone au moins par 2. Ils vont renvoyer des centaines de milliers de soldats et de civils de la défense par une procédure qui est probablement illégale, parce que donc, les recrutements au Pentagone se font d'une certaine manière, et l'équipe du DOGE, donc du département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk, en fait, n'a pas l'autorité pour renvoyer ces gens, et pour autant, elle est en train de... C'est là aussi où on voit que les règles ne comptent plus tellement et que les lois ne comptent plus, parce qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale, et en même temps, c'est très difficile de trouver des juges qui vont juger contre le DOGE. Ça va prendre déjà un certain temps. Les procès, le temps juridique et le temps médiatique sont vraiment déconnectés là. Donc même si les procès en fait sont en cours et avancent, ça va être très difficile à mettre en œuvre. Et donc ils sont en train de... Ils veulent débarrasser complètement les États-Unis de cet outil militaire. Donc l'argument initial de Pete Hegseth, c'était un argument de ce qu'on appelle les prioritizers, ceux qui vont prioriser le défi chinois par rapport à l'Europe. Et donc Pete Hegseth, il s'est entouré de gens qu'on définit comme des prioritizers, et donc voilà, qui disent il faut abandonner l'Europe, notre défi principal c'est la Chine, et donc il faut qu'on mette tout en œuvre pour être en mesure de se confronter à la Chine le moment venu, et on est certain que ce moment arrivera, il y aura une confrontation militaire avec la Chine. L'Europe est un boulet pour nous.
il n'y a plus aucune justification à ce qu'on aide les Européens. Ce sont des pays riches, très fortunés, qui ont une sécurité sociale, accès à l'éducation publique. Ils ont eu tout ça sur le dos des contribuables américains. Et en fait, il est temps d'y mettre fin. On va se retirer d'Europe purement et simplement. Or, ce que l'on voit là depuis quelques semaines, c'est qu'en fait, il est très peu fait mention de la Chine comme adversaire par Pete Hegseth et par Donald Trump. Je pense d'ailleurs que Donald Trump ne voit pas du tout la Chine comme un adversaire. Donc je pense qu'on est dans une situation où ils sont en train de réduire à peau de chagrin. Le budget du Pentagone est vraiment colossal. Donc, mais par rapport à ce qu'il était, ils vont réduire le budget au maximum. Et ce que disent beaucoup d'analystes, c'est que ça serait justifié de réduire le budget du Pentagone, qu'il y a certainement de la rationalisation à faire. Mais ce que l'on voit là aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont en train d'entrer dans la maison, de tout casser, de voir ce qui va rester, de mettre le feu en fait à tout, de voir ce qui restera, ce qui émergera des cendres, au détriment en fait d'une vraie stratégie. Et c'est ça qui est assez inquiétant. Ils font au Pentagone ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire dans toutes les autres administrations. Ils vont supprimer le département de l'éducation. Ils sont en train de faire la même chose au département de la santé. Et du coup, c'est vrai que c'est très inquiétant parce que tout ça risque de se faire au détriment des intérêts stratégiques américains. À un moment donné où tous les adversaires des États-Unis et les partenaires et alliés des États-Unis observent cela sans pouvoir rien faire. On sent que sur ce sujet-là, personne n'a d'influence vraiment auprès de Donald Trump. Et les Européens espéraient, je pense, que le Pentagone échapperait en fait à ces attaques, que le Pentagone échapperait au Doge. Or, on sait que c'était quand même une des cibles préférées d'Elon Musk. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais ça va probablement aller assez loin. Oui. Juste pour faire un point sur le Doge, qui, je rappelle, est chargé de diminuer la dépense publique. C'est sa mission principale. Est-ce que vous pouvez encore donner un ou deux exemples de la violence de ce qui se passe à Washington avec cette initiative dirigée par Elon Musk ? Absolument. Alors, par exemple, USAID, qui est l'agence américaine d'aide au développement international, Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, a annoncé que 83% des projets de USAID avaient été supprimés. Donc, très concrètement, de la fourniture de vaccins dans des pays en Afrique, fourniture de vaccins dans des pays en Asie, de l'aide à l'alphabétisation, du soutien médical. Enfin, il y a vraiment des centaines de projets de USAID qui ont été supprimés du jour au lendemain, donc des dizaines de milliers de gens qui se retrouvent sans emploi. La même chose va être faite à Washington. Il va y avoir une loi qui va être promue par l'administration Trump en fait, pour demander 1 milliard de coupes dans le budget de Washington. Donc là aussi, on va voir des licenciements immédiats. C'est aussi ça, je pense qu'il faut que les gens comprennent en France. C'est que dans le système américain, il n'y a pas de filet social, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc les gens apprennent le jour même qu'ils sont envoyés, doivent mettre leurs affaires dans un carton et partir. Ils n'ont pas de dédommagement, pas d'indemnité chômage. Ils se retrouvent du jour au lendemain sans aucun revenu, sans aucune rentrée d'argent. Et la ville de Washington est totalement perturbée parce qu'on apprend de jour en jour que des gens sont envoyés. Au département d'État, des gens vont être envoyés aussi. Donc je le disais, au département d'éducation, ils vont purement et simplement supprimer ce département. Donc on se parle non seulement de dizaines, centaines de milliers de gens qui vont être envoyés, mais en fait de budgets qui sont coupés avec des conséquences immédiates pour les enfants dans les écoles aux États-Unis. Encore une fois, l'accès aux médicaments. Un exemple tout simple, ils ont complètement renversé une politique qui a fait qu'on voit un retour de la rougeole aux États-Unis aujourd'hui. Il y a tellement d'États, donc ça a commencé au Texas, mais c'est arrivé à Washington, en Virginie, dans le Maryland ces derniers jours, des cas de rougeole qui se propagent partout parce qu'ils ont coupé l'accès aux vaccins. Et donc en fait, il y a une épidémie maintenant de rougeole aux États-Unis qui était une maladie qui avait été éradiquée grâce aux vaccins. Donc on est dans un moment où ça touche vraiment la partie macro, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de gens capables de mettre en œuvre les politiques de l'administration, mais ça touche à un niveau micro très individuel où en fait les gens peuvent tomber malades, perdre leur emploi parce que ces politiques sont mises en œuvre. Et j'insiste aussi là-dessus parce que je pense qu'il y a une stratégie délibérée de Donald Trump de détruire Washington en tant que capitale institutionnelle. Il y a une vraie volonté là derrière. Il arrive avec un esprit revanchard, il est furieux contre ses fonctionnaires qu'il méprise. Lui, c'est vraiment le monde de l'entreprise qui prime avant tout. Et aux États-Unis, un peu partout, c'est vrai qu'il y a une détestation, c'est un peu fort, mais un peu un mépris de Washington. Les gens considèrent que c'est vraiment les fonctionnaires qui sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Trump a toujours appelé ça « the swamp », donc le marécage, un endroit où
voilà, on fait de la politique politicienne, il y a de la corruption, c'est pas très intéressant. Et donc en fait, à l'exception des gens de Washington, personne aux États-Unis défend la ville et défend le travail de ses fonctionnaires et parfois de ces gens qui avaient des contrats avec un certain nombre d'institutions. Donc ça, c'est assez dur, c'est-à-dire que même dans les grandes villes, à New York, à San Francisco, en Californie, les gens ne voient pas ce qui se passe et vraiment les dégâts à très long terme qui sont causés. Trump, ce qu'il aimerait, c'est en fait délocaliser un certain nombre de ministères partout aux États-Unis et il veut tuer Washington en tant que ville institutionnelle. Je pense que ça, c'est important à comprendre et c'est important de comprendre qu'ailleurs dans le pays, les gens ne viennent pas à la rescousse de Washington. C'est vrai qu'on n'arrête pas de demander à nos collègues américains pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de manifestations, pourquoi est-ce que les gens ne protestent pas davantage, comment est-ce que c'est pas possible de s'organiser. Et en fait, il y a un premier élément qui est le choc d'avoir perdu leur emploi, le choc de voir ces institutions s'écrouler du jour au lendemain, et le choc de la pression financière aux États-Unis. Si soudain on perd son emploi, en fait, on ne peut pas vivre sans source de revenus. Or, il n'y a qu'à Washington qu'il peut y avoir cette économie du développement, cette économie de la politique étrangère. Ailleurs dans le pays, ça n'existe pas. Donc il y a une vraie question sur qu'est-ce qui va se passer pour ces centaines de milliers de gens qui ont perdu leurs emplois ces dernières semaines et d'autres à venir qui vont encore perdre leurs emplois. C'est vrai que la ville est à la fois en ébullition, mais dans un état de tristesse vraiment profond. Vous l'avez dit, Trump réduit les dépenses aux États-Unis de façon drastique, même au Pentagone, et en même temps, il veut que les pays européens consacrent beaucoup plus d'argent à leur défense, et pour cela, il pourrait bénéficier de la solidarité américaine en cas d'attaque. Il a même évoqué 5% de leur PIB, ce qui est énorme. Est-ce que l'article 5 de l'OTAN, qui prévoit une solidarité en cas d'attaque de tous les membres de l'OTAN, les uns avec les autres, est-il mort? Ou alors c'est juste un nouvel article 5%? C'est tout le sujet de la discussion à Washington aujourd'hui, mais je pense que la réponse est dans votre question. À partir du moment où la crédibilité de la garantie est remise en cause, nos adversaires le comprennent très bien. Et le problème aussi du président Trump, c'est qu'il passe son temps à changer l'objectif final. Donc, avant, c'était 2%. Maintenant, la majorité des pays membres de l'OTAN ont atteint 2% de leur PIB en matière de défense. Maintenant, on passe soudain à 5%. Donc, on se parle de plus que doubler cette contribution-là, à un moment donné où il y a des pressions financières énormes en Europe. Mais sans dire, encore une fois, ce que je disais plus tôt sur le fait qu'il n'y a pas de garantie avec l'administration Trump. Je pense que si les pays européens étaient amenés demain à dépenser 5% de leur PIB en matière de défense, ils n'auraient pas la garantie absolue que le président Trump viendrait les aider, puisque une fois qu'ils auraient atteint 5%, il est fortement probable que le président Trump dirait « Bon, maintenant, vous avez réussi, vous voyez, c'était pas si difficile, vous avez atteint 5%, on passe à 7,5 ou à 10%, sans garantie aucune d'une contrepartie. » Et moi, c'est ça la vraie inquiétude que j'ai. Que les pays européens consacrent davantage de leur PIB en matière de défense à un moment donné où il y a la guerre en Europe, ça me semble absolument essentiel, et qu'ils fassent bien comprendre à leur public, à leurs opinions publiques, qu'on est dans un moment clé pour la sécurité européenne et l'équilibre en Europe, ça me semble aussi parfaitement être essentiel. Le problème étant que cette pression vient du président américain maintenant, qui a l'intention de se désengager d'Europe. Donc, je pense qu'il y a aussi une contradiction là. Soit il se désengage et c'est à nous de prendre notre destinée en main, soit il reste engagé et il contribue à la discussion, mais il ne peut pas se retrouver dans une situation où il a l'intention de se désengager et en même temps, il nous impose nos dépenses publiques et notre stratégie. Je pense qu'on est là vraiment à un point d'achoppement qu'il va falloir qu'on dépasse, mais qui est très difficile. Et je me demande d'ailleurs quelles seront les conséquences pour l'industrie américaine de défense qui quand même bénéficie beaucoup des marchés européens. Autour de Donald Trump, depuis le début de son mandat, on a vu beaucoup de mania de la tech, mais on n'a pas vu beaucoup d'industriels de la défense. Et je pense que justement, ils sont assez mal à l'aise avec cet antagonisme que Trump affiche pour l'Europe, parce qu'eux ont besoin des Européens. Et je pense que si les Européens, soudain, comme on le voit dans les discussions qui sont en cours actuellement en Europe, décident de se détourner des équipementiers américains, ça va les mettre dans une situation très compliquée. Donc on risque aussi de voir là, entre l'industrie américaine de défense et l'administration Trump, on pourrait voir un moment de difficulté aussi. Ça vous semble possible, peut-être même très rapidement, que les Américains retirent les 100 000 militaires qu'ils ont sur le sol européen, qu'ils quittent l'OTAN et même qu'ils puissent retirer également leurs bombes nucléaires dans certains partenaires de l'OTAN? Oui, le retrait des hommes sur place, c'est vraiment un objectif affiché. Donc ça, je pense que ça arrivera dans les mois à venir.
Peut-être pas immédiatement les 100 000, ça se fera probablement de manière plus graduelle. Mais en fait, même si c'est de manière graduelle, pour les pays qui sont hôtes de ces soldats, le signal qui est envoyé est absolument dramatique. Le retrait de l'OTAN, c'est vraiment la grande question aussi. On sait que Donald Trump voulait le faire lors de son premier mandat et qu'il en a été dissuadé à la dernière minute lors du sommet de Bruxelles en 2018, en 2019, maintenant j'ai un doute. Mais il en a été dissuadé à la dernière minute, mais avec toute la force de son équipe, conseiller à la sécurité nationale, secrétaire à la défense, secrétaire d'État, tout le monde s'est un peu mis contre lui et l'a convaincu de ne pas sortir. Là, ce qu'on voit, c'est que l'idée de la sortie de l'OTAN, elle est poussée par Elon Musk encore. Il dit que c'est la sécurité des Européens ne relève absolument plus de la responsabilité américaine. Elon Musk, pendant la campagne de 2024, avait dit, il avait conditionné le maintien des États-Unis dans l'OTAN au fait que les Européens changent leur régulation en matière numérique et donc contreviennent au Digital Markets Act, Digital Services Act, enfin des régulations européennes qui permettent en fait de protéger la liberté d'expression en Europe. Et donc ils ont envie de supprimer toutes ces régulations-là. Et il avait conditionné le maintien à l'OTAN à ce moment-là. Il était encore candidat, mais ça ne m'étonnerait pas que cette proposition revienne sur la table. Là aussi, il est très aligné avec Elon Musk. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça arrivera, mais ça fait partie des choses auxquelles le président réfléchit. Et encore une fois, qui sont très cohérentes avec sa vision du monde, dans la mesure où il ne croit pas aux alliances, il ne croit pas au multilatéralisme. L'OTAN, il n'y croit pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est là aussi, c'est d'une certaine manière un peu l'échec de l'équipe de Biden, de ne pas avoir réussi, surtout l'année dernière, en 2024, au moment du 75e anniversaire de l'OTAN, de ne pas avoir réussi à expliquer au public américain que l'OTAN, c'est ce qui avait permis aux États-Unis de ne pas entrer en guerre, d'éviter des guerres au maximum, qui est précisément un objectif que le peuple américain a. Ils ne veulent plus que les États-Unis se lancent dans des guerres. Donc, il y a eu évidemment l'Afghanistan, il y a eu l'Irak, il y a eu plein d'autres choses, mais les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre contre un autre pays depuis 75 ans, ni même d'autres États européens, et ça, c'est grâce à l'OTAN. En fait, cette institution, elle a servi à ça, elle a servi à éviter la guerre au maximum. Et je pense que l'équipe de Biden n'a pas réussi à expliquer ça au peuple américain. Et Trump s'est vraiment positionné comme l'homme de la paix contre Biden, le va-t-en-guerre. Que pensez-vous de la façon dont les Européens réagissent à cette mise à mal du lien transatlantique par l'administration Trump ? Il y a beaucoup d'Européens, donc beaucoup de perspectives différentes. Mais dans l'ensemble, ce qui me frappe dans ce que j'entends des dirigeants européens, à la fois des États membres de l'Union européenne et des institutions de l'Union européenne, c'est qu'il y a un choc. Alors ça, je trouve que c'est quand même un peu inacceptable parce que on peut reprocher beaucoup de choses à Donald Trump, mais il a été assez clair pendant sa campagne et pendant les 4 années qui ont vraiment jalonné le mandat de Biden sur ce qu'il avait envie de faire. On n'a pas voulu le prendre au sérieux, on n'a pas voulu le prendre au pied de la lettre, mais ça, c'est vraiment notre responsabilité parce que lui a été assez clair sur ce qu'il avait envie de faire. On pensait aussi pas qu'il serait capable de faire tout ce qu'il annonçait. Or, on voit aujourd'hui qu'il en est capable. Donc je pense qu'il y a des Européens pour qui c'est la fin d'un monde. C'est vraiment la fin de cette architecture de sécurité, de cet ordre de sécurité libéral, de cet ordre international qui était porté par le lien transatlantique. Il y a certains États en Europe centrale et orientale pour qui, en fait, il y a un danger immédiat, la menace existentielle que la Russie leur pose. Et en fait, si les États-Unis ne sont pas là pour assurer la sécurité de l'Europe, il y a un vrai enjeu pour eux parce qu'ils ne savent pas si leur sécurité est assurée aujourd'hui, tout court. Il y a un État comme l'Allemagne pour qui ça nécessite en fait de repenser toute la stratégie militaire, toute sa stratégie politique, toute sa stratégie d'engagement. Pour la France, c'est peut-être un petit peu moins surprenant parce qu'on a un rapport à l'OTAN et à l'allié transatlantique qui est parfois un peu plus ambigu, même si on fait partie en fait des partenaires militaires et en matière de renseignement les plus proches des États-Unis. Donc on a été affecté, on sera affecté aussi dans nos opérations. Mais je pense qu'il y avait moins d'idéalisation certainement de qui était l'allié transatlantique et de ce que c'était que l'alliance transatlantique par rapport à d'autres. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un vrai moment d'inquiétude, sauf pour ces dirigeants comme Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie, dans une certaine mesure Giorgia Meloni en Italie, qui voient une opportunité de transformer la relation transatlantique. C'est vrai qu'on s'est beaucoup dit que si Donald Trump arrivait au pouvoir et avait les pleins pouvoirs, il serait capable de détruire le lien transatlantique.
ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un certain nombre d'Européens et de personnes dans le camp MAGA aux États-Unis qui voient l'opportunité de la transformer, cette relation, assez fondamentalement, sur une base d'affinité idéologique totalement contraire à la base de la relation transatlantique, qui était des sociétés ouvertes, démocratie libérale, du commerce ouvert, de la sécurité collective. Mais en fait, ils ont eu envie d'utiliser ces fondations-là pour transformer la relation sur une affinité idéologique totalement différente, anti-climat, anti-woke, anti-migration. Je ne sais pas dans quelle mesure ils y parviendront, mais il y a une vraie volonté en tout cas de le faire. Et certains Européens sont très déprimés et certains voient une opportunité. Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles les Européens et les Américains peuvent s'entendre pour un mandat Trump qui a à peine 2 mois? Je ne sais pas, j'espère que oui. Mais j'ai l'impression que Trump remet tout en cause, en fait. J'essayais de voir sur vraiment des sujets qui auraient été des sujets très consensuels avant, de coopération internationale, de coordination en matière de politique dans les instances multilatérales. Ça, c'est plus possible. En matière d'échanges commerciaux, on voit qu'il y a une utilisation des tarifs qui est faite et il y aura probablement une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. La sécurité collective est remise en cause, l'accès aux démocraties libérales et aux sociétés ouvertes totalement remise en cause aussi. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut sauver la relation transatlantique telle qu'elle existait? J'en suis pas certaine. Est-ce qu'il faut qu'on se dise qu'il faut mettre l'allié américain de côté et essayer de voir s'il y a certains sujets très spécifiques de coopération sur lesquels on peut continuer à travailler ensemble en étant très au clair sur le fait que c'est plus sur la base de la relation transatlantique, mais c'est juste une convergence d'intérêts et de vues qui n'a pas du tout été notre manière de fonctionner. Donc ça nécessite en fait pour les Européens presque de devenir plus transactionnels, ce qu'on est capable de faire mais qu'on n'a pas fait jusque-là et on l'a encore moins fait avec les Américains. Donc en fait, je pense que on peut préserver quelque chose si nous, Européens, changeons et si on est lucide sur où l'administration Trump veut aller. Il y a les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe, ça représente 16 millions d'emplois, 900 milliards de dollars d'échanges. Donc il y a des vrais enjeux très concrets d'opportunités économiques et d'emplois, mais ça nécessite qu'on soit plus lucide sur ce que cette relation peut nous apporter et surtout qu'en tant qu'Européens, on diversifie nos partenariats au maximum, surtout à un moment donné où il y a cet alignement russo-américain qui va être inquiétant pour nous, et qui a l'intention en fait de décider de l'avenir de l'Ukraine au détriment des Ukrainiens, au détriment des Européens, qui a l'intention de redéfinir la sécurité en Europe sans nous, Européens. Donc, je l'espère que cette prise de conscience, elle est claire et elle est présente parce que les choses vont très vite du côté américain. Les Russes ont aussi intérêt à ce que ça aille très vite et donc il est de notre responsabilité, je pense, dans ce moment qu'on s'organise et qu'on présente une voix forte. Trump, il répond beaucoup à la force. Donc des Européens qui s'organisent, qui vont le voir ensemble, en fait, ça peut marcher. Il a reçu Emmanuel Macron, il a reçu Keir Starmer, il les recevra peut-être ensemble avec Zelensky. Donc il peut être très dur, très confrontationnel, mais en fait, il répond beaucoup à la force. Et on a beaucoup de force. C'est bien pour ça d'ailleurs que Elon Musk et J.D. Vance s'en prennent à l'Europe. C'est qu'ils sont bien conscients, ils sont presque plus conscients que nous, Européens, de la force qu'on représente. Merci beaucoup, Tara Varma. Merci.